Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Cheveux. Je tenais tout d'abord par vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025, qu'elle soit pleine de réussite, d'amour, de confiance et plein de cheveux, évidemment. Dans cette vidéo, c'est un format un peu spécial, on va répondre à des questions. Donc c'est une vidéo FAQs. On vous a demandé sur les réseaux sociaux justement de nous poser un ensemble de questions sur la perte de cheveux, sur la greffe de cheveux, sur toutes les questions que vous souhaitiez nous poser en général. On a listé celles qui revenaient le plus souvent. On a également donc répondu à ces questions et assez souvent on va faire un renvoi vers les vidéos que nous avons fait sur le sujet. Donc ne vous offusquez pas, il y a beaucoup de questions et n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce format. On souhaite en 2025 être plus proche de vous et nous adresser directement à vous en répondant à vos questions, en vous laissant choisir les sujets. Donc voilà notre résolution. On va commencer par des questions sur la perte de cheveux. Peut-on stopper la calvitie androgénétique avec des aliments ou un mode de vie particulier? Quels aliments ou pratiques peuvent aider à stopper la calvitie? Pour répondre à cette question, alors il ne faut pas mélanger calvitie et effluvium télogène. Une calvitie androgénétique, c'est quelque chose qui est héréditaire, qui est génétique et qui est inscrit dans les gènes. Donc si vous êtes amené à perdre, à part utiliser des traitements médicamenteux, des traitements prouvés, vous n'allez pas stopper cette perte avec une meilleure alimentation ou un meilleur mode de vie. En revanche, sur des types de pertes comme de la perte saisonnière ou comme une perte qui est liée à des carences, effectivement, votre mode de vie, certaines pratiques et puis une bonne alimentation peut jouer dans la repousse des cheveux et la rapidité de cette repousse. Autre question, la perte de cheveux peut-elle survenir à 14 ou 15 ans? Alors c'est assez rare que l'alopécie androgénétique se déclare à 14 ou 15 ans. Il peut y avoir d'autres types de pertes de cheveux temporaires qui peuvent affecter un jeune homme de 14-15 ans. C'est généralement pas la calvitie. Je vous laisse regarder ma vidéo que j'ai faite sur la calvitie précoce et comment la déceler. Vous aurez le lien qui va s'inscrire maintenant et qui sera en dessous de la vidéo en commentaire. Comment savoir si c'est une calvitie, une alopécie ou une carence en vitamine D? Alors, premièrement, l'alopécie et la calvitie, c'est exactement la même chose, c'est pas deux types de pertes différentes. Une carence en vitamine D peut affecter la chevelure, mais c'est pas généralement ce qui va créer une perte de cheveux totale sur le cuir chevelu. Quelle solution pour chaque problème? Calvitie, alopécie ou carence? Eh bien, si vous avez une calvitie, une alopécie androgénétique, il y a un ensemble de solutions. Vous pouvez utiliser des traitements médicamenteux, vous pouvez recourir à certains traitements qui sont par le biais d'injections par exemple en clinique et vous pouvez même faire une greffe de cheveux. Donc là on a un ensemble de recours. Par rapport à une carence, si vous avez une carence, il faut effectivement s'assurer auprès de votre docteur en faisant un bilan sanguin total de quelle carence il s'agit et donc de prendre un complément vitaminé qui va pouvoir permettre de compenser cette carence tout simplement et ce qui pourra redonner certainement de l'épaisseur à la chevelure si cette perte de cheveux est bien liée à une carence. On va passer maintenant sur des questions sur les traitements. Que penses-tu du Nanoxidil? Est-ce Révolution ou de l'intox? Les sérums contre la calvitie dont les publicités parlent sont-ils efficaces? Est-il possible de faire repousser de nouveaux cheveux ou est-ce juste visuel? Alors, moi j'ai un avis assez pragmatique sur la question et j'en parle souvent dans mes vidéos. Il faut vraiment faire la distinction entre ces lotions et ces traitements cosmétiques ou commerciaux que vous allez trouver en ligne et qui généralement ont pour but d'améliorer la qualité et l'aspect de la chevelure et d'assainir le cuir chevelu et les traitements médicamenteux qui, pour le coup, on le sait, ont un effet avéré sur la perte de cheveux et sur la repousse de cheveux. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces lotions vendues sans prescription en ligne, elles n'ont pas pour vocation de stopper directement une perte de cheveux. Et moi, je vous invite très sérieusement à regarder dans les études, parce que très souvent, ces traitements, ces lotions présentent une étude en fin de page de vente. Et c'est important de regarder cette étude parce que vous allez vous apercevoir que l'étude est généralement faite sur un panel très réduit de 2 à 5 personnes. Donc on ne peut vraiment pas déterminer que ce produit ou ce traitement, comme il l'appelle, va être efficace. Il peut avoir des effets. Chez certaines personnes, il peut y avoir des résultats pas mal, mais ça n'a rien à voir avec des traitements médicamenteux comme le minoxidil et le finastéride, dont il y a un certain nombre d'études qui présentent vraiment une efficacité. L'efficacité de ces traitements est avérée. En revanche, on ne peut pas prendre ces traitements sans avoir fait un stop chez son médecin généraliste ou son médecin traitant afin de déterminer si on est en bonne santé, si on peut prendre ces traitements sans risque. Donc je vous invite vraiment, si c'est le cas, à aller voir votre médecin traitant. Autre question, est-ce que le finastéride fonctionne vraiment? Le minoxidil peut-il stopper le processus de chute tout le temps de son utilisation? Alors, je le disais avant, oui, les traitements comme le finastéride et le minoxidil fonctionnent bien. Évidemment, chez certaines personnes, ce ne sera pas nécessairement du 100%, et même chez certaines personnes, il y a peut-être des résultats qui sont très moyens, mais on
sait par expérience que ces traitements fonctionnent bien. Ils arrivent vraiment à limiter et ralentir la perte de cheveux. Cela dit, sur le minoxidil, fonctionne-t-il autant tout le temps de son utilisation? Fonctionne-t-il pendant 40 ans si on l'utilise? Ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre et surtout la façon dont vous allez l'utiliser. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le Dermaroller qui permet justement d'améliorer le fonctionnement du minoxidil et du finastéride, qui va amplifier l'effet et qui peut permettre également à l'effet de durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Alors, on a justement une vidéo sur les traitements que je vous invite là encore à voir. Vous aurez le lien qui va se présenter maintenant et également sous cette vidéo en commentaire. Autre question, est-ce que changer de marque de minoxidil provoque un shedding? Non, quand on change de marque de minoxidil, le principe actif dans ces lotions de minoxidil, peu importe la marque, c'est bien du minoxidil. Donc il n'y a pas de raison qu'en changeant une marque à une autre, vous ayez un shedding. Le Dermaroller fait-il repousser les cheveux à lui seul après un mois d'utilisation? Le Dermaroller peut-il stimuler la pousse de cheveux? Faut-il associer le Dermaroller à une huile ou un produit liquide? J'ai fait une vidéo très complète, il y a même 2 vidéos très complètes sur le sujet que je vous invite à aller voir. Mais le Dermaroller fonctionne bien, il fonctionne bien seul et il fonctionne également en complément de traitements comme le minoxidil, le finastéride, et là il va booster complètement leur effet. Il peut même être utilisé avec des huiles essentielles. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai faites sur le sujet qui seront en lien sous la description de la vidéo. Question sur le minoxidil. Comment utiliser le minoxidil pour une petite zone dégarnie? Faut-il utiliser toute la dose conseillée de minoxidil? Là, il y a 2 options pour l'utilisation du minoxidil, même quand vous avez une petite perte. Soit vous considérez que vous ne souhaitez traiter que la petite zone, par exemple, qui va être au niveau des golfes, le début des golfes ou la ligne frontale, qui commence à perdre de l'épaisseur, auquel cas vous allez utiliser le minoxidil 1 fois par jour au lieu des 2 fois recommandé. Ou alors, vous pouvez utiliser le minoxidil sur une zone beaucoup plus importante en prévention d'une évolution future de cette alopécie, auquel cas vous allez le faire sur l'ensemble de la chevelure et vous pourriez le faire 2 fois par jour. Il n'y a pas de recommandation totalement unanime, vous allez entendre différentes choses sur internet, donc je vous invite à poser la question à votre médecin traitant pour avoir une réponse qui sera adaptée à vous. Peut-on prendre du finastéride en comprimé à la place du gel? Alors oui, c'est possible, ça va vraiment dépendre de votre souhait, de votre préférence d'utilisation. On sait que le finastéride en gel a quand même moins tendance à créer des effets secondaires. Cela dit, le finastéride en comprimé est supporté par certains pourcentages de la population, donc c'est vraiment un choix. Là encore, je vous invite à poser la question à votre médecin traitant. Autre question, qu'est-ce que je pense du combo rétinol-minoxidil? Le combo rétinol-minoxidil, il peut être intéressant parce qu'effectivement, le rétinol va permettre d'améliorer la pénétration du minoxidil. Il a également un effet sur la croissance des cheveux, donc c'est une bonne combinaison. En revanche, il faut faire attention parce que le rétinol, parfois, chez certaines personnes, peut être irritant sur le cuir chevelu, mais là encore, ça dépend vraiment des personnes. Et cette combinaison rétinol-minoxidil, il faut vraiment la checker avec votre médecin traitant. Faites attention, ne faites pas votre mélange vous-même. Est-ce que l'utilisation d'un shampoing périmé peut entraîner la chute de cheveux? Alors, il est très peu probable que ça entraîne une perte de cheveux. En revanche, un shampoing périmé, je ne recommande pas de continuer de l'utiliser parce qu'il peut y avoir une dégradation des produits à l'intérieur, des excipients, et ça peut peut-être créer des irritations sur le cuir chevelu. Et en tout cas, ça va perdre ses qualités, les qualités que vous recherchez dans un shampoing. Donc, ne les utilisez pas. Question sur la greffe de cheveux. À partir de quand peut-on porter une casquette après la greffe? Alors, porter une casquette après la greffe, vous allez avoir des recommandations qui seront différentes selon les cliniques. Donc moi, je vous invite vraiment à suivre les recommandations de votre clinique. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'après une semaine en faisant très attention, en utilisant une casquette assez large, en utilisant une nouvelle casquette, c'est-à-dire propre, vous pouvez la poser légèrement sur le cuir chevelu en évitant les zones implantées. Si vous devez aller au soleil, c'est quand même mieux de mettre quelque chose sur votre tête. Si vous souhaitez camoufler la greffe, ce qu'on peut comprendre, et les rougeurs, vous pouvez le faire, mais là encore en faisant très attention et sous les conditions que j'ai énoncées. Par défaut, suivez les recommandations de votre clinique. Après une première greffe, comment réduire les rougeurs sur la zone receveuse? Alors, les rougeurs, en fait, elles ne sont pas systématiques. On a des personnes au bout de 5 à 8 jours qui n'ont plus du tout de rougeur, qui n'ont même pas de rougeur. Après, il y a certains cuirs chevelus qui peuvent être beaucoup plus rouges que d'autres. Par exemple, un cuir chevelu ou des personnes qui ont la peau très blanche, le cuir chevelu peut marquer beaucoup plus après une intervention et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut y avoir des rougeurs. Parfois, on arrive à les atténuer, parfois, c'est pas le cas. Il faut prendre son mal en patience. En général, pour vous éviter d'avoir des rougeurs qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps, si vous prenez un traitement de minoxidil, eh bien, attendez 1 mois et demi avant de le commencer si vous avez des rougeurs persistantes sur le cuir chevelu. Parce que le
minoxidil améliorant la circulation sanguine pourrait entraîner une prolongation de ces rougeurs. Que faire en cas d'infection après une greffe? Les infections après une greffe, on ne parle jamais d'infection, c'est très rare qu'il y ait une infection vraiment grave. On parle là de petits points blancs, petits points rouges sur le cuir chevelu. Si vous avez ce type de boutons, d'irritation, de rougeurs qui sont assez anormales et qui sont un peu réactives après une greffe de cheveux, quand vous avez un doute, vous rentrez en contact avec la personne qui a fait votre greffe de cheveux ou la personne qui vous suit. Elle va pouvoir vous apporter des recommandations et si ce n'est pas possible, eh bien il faut aller voir un médecin ou un dermato en France qui pourra vous aider sur le sujet. Pendant combien de temps on ne peut pas faire de sport? Pour le sport, on recommande d'éviter entre 3 semaines et 1 mois. On sait aujourd'hui que la transpiration peut avoir un effet assez acide et changer le milieu dans lequel les follicules poussent, donc il faut éviter de trop transpirer dans le premier mois après la greffe de cheveux. On sait également que faire un effort important va augmenter la pression sanguine, ce qui pourrait avoir un impact et endommager un petit peu le milieu dans lequel les follicules vont pousser et créer de la pression dans le cuir chevelu. Donc on recommande d'éviter le sport entre 3 semaines et 1 mois pour vous assurer que tous les follicules vont pousser. J'ai fait un guide complet sur le post-greffe que vous allez trouver sous la vidéo et je vous invite vraiment à la regarder. Alors là, j'ai un certain nombre de questions qui sont liées à la greffe et aux cheveux non greffés et puis des questions également sur une greffe de cheveux qui est réalisée sans traitement complémentaire. Évidemment, quand on fait une première greffe de cheveux et qu'on a une évolution ailleurs, il est possible que dans d'autres zones, à un moment donné, il faille refaire une intervention. Les médecins qui préconisent la greffe de cheveux vont également vous recommander des traitements complémentaires comme le minoxidil ou le finastérid. Il y a également d'autres traitements. Pourquoi ils les recommandent? Parce que tout simplement, ça va permettre de limiter la perte dans d'autres zones. Ça va également éviter que des cheveux qui ont été implantés rentrent en compétition avec les cheveux qui avoisinent, donc qui sont entre ces cheveux implantés. Et ça va permettre justement de conserver un maximum de cheveux et d'optimiser la chevelure sur l'ensemble de la tête. Donc, c'est préférable d'utiliser ces traitements complémentaire quand on fait une greffe de cheveux parce que ça va vous permettre d'avoir un résultat qui tient plus longtemps dans le temps et d'éviter des évolutions sur le reste de la chevelure. Mes cheveux natifs repoussent très finement après un shock loss post-greffe. Est-ce normal? Il y a deux choses. Soit les cheveux qui sont en train de repousser commencent par repousser un petit peu plus finement, il faut peut-être les aider à repousser en utilisant des traitements, soit ces cheveux repoussent plus doucement parce qu'ils sont dans une phase de miniaturisation et qu'ils avaient vocation à tomber. Dans les deux cas, les médecins recommandent d'utiliser des traitements comme le minoxidil, éventuellement le finastérid, pour pouvoir améliorer la qualité et l'épaisseur de ses cheveux. Suite à une greffe, pourquoi mes cheveux ont-ils une texture plus épaisse ou frisante? Après une greffe de cheveux, le cheveu implanté peut avoir une texture et une nature un petit peu différente du reste de la chevelure. Pourquoi? Parce que ces cheveux qui proviennent de l'arrière, ils ont une qualité différente. Ils sont de manière générale beaucoup plus épais. Ils peuvent avoir tendance aussi à avoir une texture légèrement différente. Les cheveux du dessus, et généralement chez une personne qui a perdu de l'épaisseur de cheveux ou qui a tout simplement une alopécie androgénétique, ont tendance naturellement à être plus fin. Si vous venez apporter des cheveux qui proviennent de l'arrière, naturellement vous allez avoir une différence d'épaisseur. Dans les premiers temps de la repousse, les cheveux qui proviennent de l'arrière, ils ont tendance aussi à un peu être indisciplinés, ils peuvent avoir tendance à boucler un peu, à friser. Ça a tendance à se faire dans le temps en fonction des cycles de repousse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cheveux qui proviennent de l'arrière, ils ont une nature différente. Donc dans certains cas, vous pouvez avoir une nature de cheveux un petit peu différente de celle que vous aviez au départ. Donc ça, c'est une bonne question. Donc à quel moment peut-on faire une greffe de cheveux? Y a-t-il un âge minimum? Y a-t-il un stade de l'alopécie? Donc j'ai fait une vidéo très complète sur le sujet. Je vous invite à aller la voir. Elle sera en lien dans la description de cette vidéo. Toutefois, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. On peut faire une greffe de cheveux à partir du moment où il y a une perte effective de follicules, donc de racines. Le principe de la greffe de cheveux, c'est de venir remplacer des follicules qui sont tombés. Le follicule, c'est une racine avec un ou plusieurs cheveux. Et l'intérêt de la greffe de cheveux, c'est de remplacer là où il n'y a plus de cheveux. Et là où c'est un petit peu complexe, c'est que parfois vous avez une perte d'épaisseur, une perte de volume, mais pas de perte effective de racines. C'est vraiment au moment où il y a une racine qui manque qu'on va pouvoir implanter. Il faut que la perte soit assez importante pour pouvoir implanter des follicules sans endommager les cheveux qui sont autour. Deuxième élément de réponse, il faut intervenir quand la perte de cheveux est stabilisée. Donc il faut que la perte de cheveux soit présente, elle soit assez présente, mais qu'en même temps, elle soit stabilisée. Ça veut dire quoi, stabiliser? Votre perte de cheveux, elle va se faire en phase. Parfois, pendant un an et demi, ou parfois pendant quelques mois, vous perdez beaucoup de cheveux. Et ça continue de tomber tous les jours. C'est évidemment pas dans cette phase qu'on doit faire cette greffe de cheveux. À un moment, cette perte de cheveux, elle peut se stabiliser pendant plusieurs mois, pendant un an. Vous pouvez également utiliser des traitements, minoxidil, finastérid, qui vont permettre de limiter, stabiliser la perte.
dans ces périodes de stabilité, vous allez pouvoir faire une greffe de cheveux. Si vous faites une greffe de cheveux à un moment où vous continuez de perdre des cheveux, des poignets, ou en tout cas beaucoup de cheveux, vous risquez simplement d'avoir une perte au moment de la repousse et donc en fin de repousse de vous retrouver avec un niveau similaire. Donc l'idée, c'est de stabiliser. Troisième élément de réponse par rapport à l'âge, quand on est très jeune et qu'on commence à perdre ses cheveux, la perte de cheveux, elle est un peu difficile à contrôler, difficile à prévoir et elle peut être agressive. Si vous faites une greffe de cheveux dès les premiers signes de la perte, dans une période où vous perdez beaucoup, vous êtes susceptible là encore d'avoir une pousse de cheveux implantés mais en même temps une perte très importante dans l'année de cette greffe de cheveux et donc d'avoir un résultat qui ne sera pas au rendez-vous. Donc il faut s'assurer d'avoir une perte stabilisée. Et moi j'aurais tendance à commencer à envisager la greffe de cheveux autour de 23-24 ans parce que dans ces âges-là, c'est peut-être un petit peu plus stable. Mais là encore, c'est du cas par cas. Parfois, on fait des interventions chez les patients qui sont beaucoup plus jeunes parce qu'ils ont déjà une perte importante qui justifie une greffe de cheveux. Comment savoir à ce stade si la greffe est une réussite? Combien faut-il de temps pour un résultat final après une greffe? Alors, sur cette question, de manière générale, il faut comprendre que le résultat d'une greffe, il est définitif entre 12 et 14 mois. Donc, si on est au 6e mois ou 8e mois, il faut s'armer de patience parce que vous avez encore certains follicules qui n'ont pas fait pousser leurs cheveux. Et c'était vraiment entre le 12 et 14e mois qu'on va savoir si la greffe de cheveux est une réussite. Entre le 2e, le 4e et le 6e mois, c'est très difficile de savoir si tous les cheveux vont se développer. Il y a évidemment des indices qui peuvent nous permettre de dire si la greffe de cheveux a été bien réalisée. Par exemple, moi, sur le biais de photos juste après une intervention, j'arrive à savoir s'il y a eu assez de follicules, s'ils ont été bien implantés. Et donc, j'ai des indices qui me permettent de dire, a priori, ça va pousser, ça va être une réussite. Mais c'est vraiment entre le 12 et 14e mois qu'on aura une réponse définitive. Pourquoi certaines greffes peuvent donner un résultat, un effet champ de maïs ou champ de poireau? Bon, en général, ça, ce sont des greffes dans lesquelles on a utilisé des techniques qui sont des vieilles techniques, où on fait des pré-trous dans le cuir chevelu, où on va implanter plusieurs follicules en même temps, ce qui va donner un aspect très raide, très rigide aux cheveux et très épais. Ça, par exemple, ça va être la technique 3D, ou quand on utilise encore la bandelette, mais en faisant des gros greffons. Et surtout, 15-20 ans de ça, on avait tendance à implanter en faisant un schéma en colonne ou en rangée. Et c'est ce qui crée cet effet champ de maïs. Aujourd'hui, quand on fait une greffe de cheveux, on suit un angle, une direction, une orientation. On a un schéma d'implantation particulier qui permet d'avoir un résultat très naturel. Donc, choisissez bien le praticien qui fait votre greffe si vous voulez éviter d'avoir cet effet champ de maïs. Après une greffe, peut-on redessiner une ligne frontale plus basse ou différente? Alors, quand on fait une greffe de cheveux, il est possible que dans les 5-10 années à venir, il y ait une perte de cheveux qui progresse. Dans ce cas-là, il y aura certainement une deuxième greffe de cheveux et statistiquement parlant, quand vous faites une greffe de cheveux, dans 80% des cas, il y a une deuxième greffe de cheveux qui se passe dans les années qui suivent. Il est donc possible, si vous n'êtes pas totalement satisfait du dessin de votre ligne frontale, de sa hauteur, ou peut-être même de l'aspect de la ligne frontale, il est possible d'améliorer dans une deuxième greffe de cheveux cette ligne frontale. Maintenant, redescendre trop une ligne frontale, c'est pas souhaitable parce que votre visage, il évolue et la ligne remonte toujours un peu, donc il y a une hauteur raisonnable. Mais oui, il est possible, dans le cadre d'une deuxième greffe, d'améliorer la hauteur, le dessin de la ligne frontale. Le traitement par cellules souches est-il efficace pour retrouver de la densité après une greffe? Alors, si vous avez fait une greffe de cheveux, en général, la densité, elle provient de la greffe de cheveux, donc le traitement par cellules souches, il n'aura pas vraiment d'effet supplémentaire quant à la repousse ou à la densité. Moi, je me pose un certain nombre de questions par rapport à ces traitements de cellules souches. On en entend beaucoup parler, ça a l'air d'être très prometteur, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu d'études et que ce traitement par cellules souches, il est assez nouveau. Donc, il y a très peu de personnes finalement qui peuvent attester de résultats. Il y a très peu de docteurs qui peuvent présenter plus d'une dizaine de cas. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce traitement, c'est le futur. Ça le sera peut-être, mais il n'y a pas d'éléments de réponse suffisants qui permettent de déterminer que ce traitement doit être absolument fait en général contre la perte de cheveux ou après une greffe de cheveux. Donc quand on aura un peu plus de recul, quand on aura un petit peu plus de données et de résultats, on essaiera de faire une vidéo avec le maximum d'informations pour vous dire si effectivement ces traitements valent le coup. Faut-il obligatoirement faire du PRP après une greffe de cheveux? Pour moi, le PRP, il a un intérêt lorsqu'on fait une greffe de cheveux, c'est d'améliorer le temps de cicatrisation au niveau de la zone implantée et au niveau de la zone extraite. Donc, de manière générale, je le recommande, et les médecins le recommandent, pendant la greffe de cheveux. Maintenant, le faire après la greffe de cheveux, c'est une autre histoire. Théoriquement, si votre greffe est bien réalisée, il n'y a pas besoin d'utiliser de PRP pour faire repousser tous les follicules. Cela dit, si vous avez des cheveux qui sont en perte de croissance dans d'autres zones, si vous avez un cuir chevelu qui a tendance à être un peu
paresseux entre guillemets avec des cheveux qui poussent moins bien, ça peut avoir un intérêt de le faire, mais ce n'est pas ce qui va déterminer le résultat final de votre greffe de cheveux. Peut-on faire une dermopigmentation après une greffe de cheveux? Alors, il est tout à fait possible de combiner ces deux traitements. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il va falloir attendre un certain temps entre l'un et l'autre. Si vous faites une greffe de cheveux après une dermopigmentation, parfois ça peut fausser un petit peu la visibilité des zones qui sont dégarnies, mais un bon docteur arrivera à faire le travail, à faire sa greffe de cheveux sans problème. Donc vous pouvez tout à fait faire une greffe ou une dermopigmentation avant, après. Par contre, il y a un certain nombre de recommandations à respecter, notamment le délai entre les deux. Il va falloir attendre au moins 1 an entre ces deux procédures. Sachez qu'on est en train de préparer un sujet complet sur la dermopigmentation et toutes ses applications pour les personnes qui perdent leurs cheveux, qui veulent l'utiliser sur tête rasée ou entre les cheveux longs. Donc je vous invite vraiment à regarder la chaîne, à vous abonner, car d'ici 3 semaines à un mois, vous aurez cette vidéo et elle sera très complète. Elle répondra à toutes vos questions sur le sujet. Est-il possible pour une femme trans de faire une greffe au niveau des golfs? Il est possible pour une femme trans de faire des greffes au niveau des golfs. On l'a fait assez souvent dans notre clinique et ça fonctionne très bien. En revanche, la question de la prise en charge par des organismes, c'est une autre question. Je ne saurais pas trop y répondre. Je sais qu'en France, il peut y avoir une petite prise en charge. Je ne suis pas sûr que dans une clinique à l'étranger, il soit possible de prendre en charge cette intervention par le biais d'un organisme français, donc il faut vraiment que vous vous renseigniez. Pour un même prix, devrais-je choisir une clinique où le chirurgien fait l'incision ou faire confiance au technicien? Alors, de cette question, je comprends une chose, c'est est-ce que je vais dans une clinique où c'est un docteur et un assistant qui travaillent ensemble, ou éventuellement un docteur plus 2 assistants, et c'est le docteur qui fait tout le travail, ou est-ce que au même prix, il vaut mieux favoriser une clinique où vous avez un docteur qui passe, qui donne des recommandations et vous avez une équipe de 6-7 personnes qui travaillent sur votre tête? Ma préférence irait naturellement vers une équipe réduite avec quelqu'un qui est plus un spécialiste et donc qui prend en charge la totalité de son intervention. Cela dit, je ne peux pas faire de généralité. Il y a également des cliniques dans lesquelles ce sont des équipes de techniciens qui travaillent et les résultats sont pas mauvais. Aujourd'hui, nous, on a tendance à travailler avec un praticien et 1 ou 2 assistants. Donc le praticien fait l'intervention et on a des assistantes qui tendent les instruments. Il nous arrive parfois sur des grosses interventions d'avoir 2 praticiens qui ne vont pas travailler systématiquement ensemble au même moment, mais qui peuvent prendre un relais, qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui apporteront un bon résultat. Maintenant, ce choix, il est vraiment en fonction de vos affinités et il est vraiment en fonction de votre niveau de confiance. Mais là encore, attention, prenez votre temps pour bien choisir la technique et l'équipe qui réalise votre greffe de cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner. Ça va nous permettre de faire grandir cette chaîne et de la faire connaître à un maximum d'hommes qui perdent leurs cheveux. Donc aidez-nous à aider d'autres hommes. Je vous invite également à nous dire si ce format vous a plu, si vous avez des suggestions d'amélioration, si vous estimez que, tiens, on pourrait aller plus loin dans la réponse aux questions. Si vous avez des sujets de vidéos qu'on n'a pas encore traités et que vous souhaitez voir dans cette chaîne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, car on souhaite en 2025 être plus proche de vous et faire des vidéos qui vont tout simplement correspondre à vos attentes. Si vous souhaitez faire une greffe de cheveux à l'étranger, obtenir des résultats optimum et être accompagné pendant tout ce process, je vous invite à prendre un appel conseil avec un de nos spécialistes qui répondra à toutes vos questions sur la greffe et qui mettra en place un projet de greffe personnalisé pour vous. Vous trouverez le lien de cet appel directement en description sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!